Prêt à faire pousser votre savoir-faire ? Bienvenue dans le podcast d'Astredor Sud-Ouest dédié aux pros de l'horticulture et de la pépinière. Rejoignez-nous pour découvrir les trucs et astuces du métier, partager des solutions concrètes pour relever vos défis quotidiens et explorer ensemble les dernières avancées techniques. Avec chaque épisode, avancez un peu plus dans le monde pratique de la production. Bonne écoute et on commence. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième podcast, les podcasts d'ASO, d'Astredor Sud-Ouest. Je suis avec Jean-Christophe Legendre pour parler de la taille des arbres et des arbustes. Quand on observe un arbre ou un arbuste dans son milieu naturel, dans une forêt ou dans un bois, eh bien ils vont pousser sans être taillés, donc on peut déjà se demander pourquoi on va faire l'opération de la taille, Jean-Christophe. En fait, on les taille essentiellement parce que on est dans un système de production et l'on veut apporter une plus-value au niveau des végétaux et un esthétique. C'est pour cette raison qu'on taille les arbres et les arbustes, et les fruitiers, c'est pour essentiellement avoir le plus de fruits possible. Donc on va tailler pour le côté esthétique en système de production, mais on va aussi pouvoir tailler pour gérer les maladies. Effectivement, on peut aussi tailler pour des tailles sanitaires, supprimer des branches qui sont malades, des branches qui sont un peu faibles, mais qui ont des chancres, qui ont des crevasses au niveau de l'écorce, qui ont des attaques d'insectes. Tout ça, ce sont des tailles sanitaires qu'on pratique soit avant la plantation ou pendant la culture. Comment on peut gérer la forme naturelle des arbres et des arbustes avec la taille ? Chaque arbre, au niveau de sa génétique, a une forme adulte qui sera toujours la même. Donc la représentation spatiale des branches, mais aussi des racines, sera toujours la même pour chaque espèce et légèrement différente par contre selon le type de sol ou le climat. Mais il y a un patrimoine génétique qui fait qu'un chêne sera toujours une forme de chêne, un hêtre sera toujours une forme de hêtre, etc. Donc quand on fait une taille des arbres ou des arbustes, on va parfois aller contre ça. Mais d'un point de vue esthétique, parfois c'est mieux, parce que essentiellement on veut vendre ces végétaux en production. Donc quand on regarde ces aspects de représentation spatiale de l'arbre, certains arbres ou arbustes ont naturellement des pores différents. On parle dans ces cas-là de pores basitones, acrotones, mésotones. Donc basitones, comme son nom l'indique, ça part de la base, donc ce sont des arbustes ou des arbres qui partent avec plusieurs branches depuis le sol. Comme le noisetier. Comme le noisetier par exemple, effectivement, le sureau, la bélia. Ensuite vous avez tous les arbres ou les arbustes qui sont acrotones, donc souvent avec un axe principal qui fait qu'il y aura un tronc. Tous les grands arbres souvent sont acrotones, comprennent un marronnier, un séquoia, un sapin de Noël. Et puis vous avez mésotones, donc ce sont les, comme son nom l'indique, c'est méso, c'est entre les deux, donc souvent ont une croissance basitone, mais après ils ont tendance à partir sur un axe principal. Donc ce sont des arbres ou des arbustes qui ont 2 ou 3 troncs naturellement, comme on peut penser à l'angélique de Chine, Parrossia persica par exemple, qui est dans ce cas-là. Voilà, le tamari aussi. Donc, tout ça, ce sont des formes naturelles qu'on va exploiter pour produire les arbres et les arbustes, ou alors que l'on va contrecarrer pour faire une forme différente. Ça va être quoi les conséquences de la taille sur les flux de sève pour les arbres et les arbustes ? Et donc comment vont ramifier en fait les végétaux ? On a une sève brute qui vient du sol, donc qui est riche en eau, en éléments minéraux, donc qui passe en gros dans le centre de la plante. Et ensuite, il y a la sève élaborée, elle qui descend des feuilles et qui transporte le sucre qui a été fabriqué au niveau des feuilles par la photosynthèse. Lorsque l'on fait une taille, on va, à travers cette sève brute et élaborée, on va jouer sur la réaction d'un bourgeon. Donc quand on taille au-dessus d'un bourgeon, la sève va préférentiellement aller dans ce bourgeon, puisqu'il n'y a plus de matériel végétal au-dessus. Et donc ça va favoriser la croissance de ce bourgeon. Donc en fonction de la taille, on va pouvoir jouer comme ça sur les formes des plantes. Il faut de la sève pour la plante évidemment pour qu'elle puisse vivre, mais nous on va l'exploiter aussi pour pouvoir fabriquer le végétal ou l'aider à avoir une forme particulière. Quand est-ce qu'on va pouvoir tailler ? Alors pour les périodes de taille des végétaux, il y a 2 grandes périodes. Il y a une période qui a lieu l'hiver, donc quand la plante est en arrêt de végétation. Il n'y a pas de photosynthèse, ou très peu, sauf un peu pour les persistants. Et la plante souvent est en arrêt de végétation, c'est-à-dire qu'elle a atteint son zéro de végétation, donc elle ne se développe pas.
Dans ces cas-là, on peut pratiquer des tailles dites de formation, donc vraiment sur des diamètres importants pour pouvoir vraiment structurer la plante. Donc là, on peut faire des tailles, donc taille hivernale. Et en saison de végétation, donc quand c'est le printemps ou l'été, on peut faire des tailles, ce qu'on dit des tailles en verre, donc en végétation. Et dans ces cas-là, c'est essentiellement pour corriger la structure d'un arbre ou pour favoriser plus une branche qu'une autre, puisque comme on a dit au début que c'était important la circulation de la sève pour alimenter les bourgeons, le fait de tailler en végétation, la plante va réagir tout de suite à cette taille et le bourgeon va se développer. Alors souvent, c'est soit les bourgeons qui ont déjà démarré, ou alors c'est les bourgeons axillaires, c'est-à-dire les bourgeons qui sont situés à l'aisselle des feuilles. Et ceux-ci vont démarrer pour la structure de l'arbre. Donc on peut jouer sur ces deux périodes. C'est par exemple le cas du photinia. Oui, l'arbuste photinia, on peut le tailler deux périodes. Donc on peut le tailler l'hiver. Alors souvent on le fait l'hiver quand on fait du rempotage de la plantation. Donc on va réduire presque de moitié son volume de feuillage pour qu'il puisse ramifier. Et ensuite, en saison, on peut aussi le tailler, donc généralement au mois de juin à peu près, pour avoir encore d'autres départs de branches et qui soient encore plus volumineux. L'intérêt aussi pour le photinia, c'est que le fait de tailler comme ça refait des nouvelles pousses qui vont à nouveau rougir. Donc on va jouer sur le côté esthétique de la plante. On ne peut pas le faire indéfiniment, mais on peut le faire au moins 2 fois pour le photinia dans l'année. Ouais. Donc en récap, on va tailler en 2 périodes. On va tailler en hiver. Là, ça va être une taille de formation pour vraiment restructurer le végétal. Et donc ça va être en arrêt de végétation. Et on peut tailler au printemps ou en été. Là, ce sera plus pour corriger la structure et pour favoriser certains bourgeons. Et comment on fait quand on veut avoir beaucoup de fleurs ? Alors pour avoir beaucoup de fleurs, il y a différentes manières selon les périodes de floraison. Donc, il y a des arbustes qui fleurissent plutôt au printemps et d'autres qui fleurissent plutôt en été. Les arbustes et les arbres qui fleurissent au printemps, souvent la mise à fleur, donc l'induction florale, est faite l'année d'avant, à peu près entre juillet, août, septembre de l'année d'avant. Donc si on prend un cas facile avec le forsythia que tout le monde connaît, donc la floraison qui a lieu au mois de février-mars, l'induction florale, donc la fleur, se met en place au mois de juillet de l'année d'avant. Donc on imagine bien qu'il vaut mieux tailler après la fleur, parce que si on taille à l'automne, on va supprimer toutes les branches qui auront les fleurs au printemps. Globalement, les arbustes à floraison printanière, on les taille juste après la floraison. Donc on les taille en mars, avril, mai, juin maximum. Comme ça, il y a des nouvelles branches qui arrivent, et sur ces branches, il y aura des fleurs pour l'année d'après. Et ceux qui vont fleurir en été. Et ceux qui vont fleurir en été, les fleurs vont apparaître sur les bourgeons qui poussent au printemps. Donc là, c'est une taille hivernale. Donc on peut tailler décembre, janvier, février à peu près. Et ensuite, quand la plante va démarrer, les nouvelles branches qui vont apparaître, c'est là-dessus qu'il y aura des fleurs. Et ces fleurs elles vont apparaître en fonction de la température et puis de l'allongement de la durée du jour. Donc c'est les 2 facteurs qui vont faire la mise à fleur des bourgeons. Donc une taille hivernale s'impose pour ceux qui fleurissent l'été. Et pour la taille hivernale, est-ce que c'est mieux de tailler en plein hiver ou quand ça commence justement à reprendre en végétation ? Alors pour la taille en hiver, c'est mieux quand la plante est en arrêt de végétation complet, donc il vaut mieux préconiser jusqu'à mi-février à peu près, quoi. Après, la plante va démarrer, ça crée plus de stress. Elle va s'en sortir, mais il y a plus de stress pour la plante. Ça favorise pas la cicatrisation quand on taille ? Si, ça peut aider un peu la cicatrisation. Ça va dépendre vraiment des espèces. Il y a des espèces sensibles. Si on prend les arbustes, globalement, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait une cicatrisation. Mais si on prend des végétaux un peu plus sensibles, comme par exemple le lilas, des choses comme ça, qui sont des plantes plus sensibles, il vaut mieux faire des tailles en arrêt complet de végétation, ou alors juste après la floraison. Le lilas, il fleurit au printemps, donc il faut faire une taille après la floraison. Mais parfois, on peut faire une taille l'hiver pour redonner un certain nombre rejuvéniliser le bois pour qu'il y ait des nouvelles branches. Alors quand on fait ça, on fait une taille en hiver. Par contre, on va supprimer des fleurs pour l'année d'après. Donc il faut savoir que quand on fait cette taille-là de rejuvénilisation, de rajeunissement, on va supprimer des fleurs. Mais l'année d'après, on aura plus de branches, donc on aura plus de fleurs. Donc il faut savoir perdre une année pour en gagner plus l'année d'après. Ce sont des choix de production, des choix stratégiques. Ça peut être intéressant aussi pour tout ce qui est paysagiste, parc et jardin, parce qu'il faut essayer au maximum d'avoir le bois le plus jeune possible. Il faut essayer comme ça, grâce à la taille hivernale, d'avoir un redémarrage de nouveaux bois et donc avoir ensuite plus de fleurs les années d'après. Comment on peut détecter déjà s'il est trop tard
pour tailler en fonction de l'observation des bourgeons? Est-ce qu'on peut déjà voir les bourgeons à fleurs? Alors, on peut voir les bourgeons à fleurs. Alors pour ceux qui ont des floraisons de printemps, le cas le plus on le voit le mieux, c'est les camélias par exemple, donc qui fleurissent au printemps, début printemps. Les boutons à fleurs de camélia sont très gros, très ronds, avec la fleur dedans, alors que le bourgeon à bois est juste à côté, il est tout petit et pointu. Donc il y a vraiment une différence importante dans la taille et dans la forme. Ça, on peut le voir pour la plupart des arbustes à floraison de printemps. Et ensuite, pour les floraisons d'été, souvent on voit peu la différence, puisque les fleurs arrivent en même temps que les feuilles, puis on ne pense pas forcément à tailler au mois de juin, de juillet, donc la plante est sauvée. Alors que les plantes qui fleurissent au printemps, on a plutôt tendance parfois à vouloir tailler l'hiver, alors qu'il ne faut pas. Donc bien observer les boutons à fleurs et les boutons à bois. Donc les arbres ou arbustes qui vont fleurir au printemps, ils ont déjà fait leur mise à fleur, leur induction florale à l'été dernier, donc à l'année N-1. Donc ceux-là, il va falloir les tailler juste après la floraison. On risque de les tailler en fait en hiver et donc on peut essayer de regarder les bourgeons. C'est une première vérification. Si les bourgeons sont beaucoup plus gros, qu'on voit des bourgeons à fleurs, alors dans ce cas-là, on ne taille pas si on veut des fleurs. Quand les arbres ou les arbustes fleurissent en été, là, ils ont fait leur induction florale au printemps juste avant, donc on peut tailler en hiver sans risque. Donc on vient de parler de pourquoi et de quand tailler. Est-ce que tu as d'autres conseils pour la taille en général, le matériel ou la manière de tailler par exemple? Alors pour tailler différentes choses, quand la plante n'est pas très grande et qu'on veut tailler des branches assez petites, un sécateur ça suffit. Bien affûté, bien affilé, donc le fil de la lame. Pour les plantes qui sont un peu sensibles aux maladies, tous les prunus, donc tout ce qui est cerisier, tout ce qui est laurier palme, tout ce qui est rosacée en général, c'est bien de désinfecter régulièrement la lame parce qu'il y a toujours des problèmes de bactéries et de maladies dessus. Et après la taille, souvent de faire, alors pas forcément de mettre du mastic ou quoi que ce soit, mais de faire, si c'est possible, de faire un traitement avec un cuivre léger pour protéger les plaies, ça suffit. Ensuite pour le conseil de taille, donc tout ce qui est arbuste et arbre à fleurs, c'est d'essayer d'avoir le maximum de lumière dans la tête, dans le feuillage. Donc c'est à la période où on doit tailler selon la floraison d'été ou floraison de printemps. On va essayer d'éclaircir au maximum l'intérieur de la plante en supprimant les vieilles branches, les branches toutes petites, et en essayant de garder tous les bourgeons qui vont tendance à pousser vers l'extérieur. Pour faire une sorte de corbeille afin que la lumière rentre au maximum dans la plante et favorise la mise à fleur. Ensuite, comme il y aura beaucoup d'aération et que la lumière va bien rentrer, les feuilles vont profiter pleinement de la photosynthèse, donc la plante sera en meilleure santé ensuite et il y aura de plus jolies fleurs. Donc ça c'est pour la taille globalement, d'essayer de favoriser ça pour les tailles de végétaux d'ornement. Les fautiers c'est un peu aussi la même chose pour des fleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Selon les espèces végétales, on peut tailler plus ou moins fort. Est-ce que tu as des exemples à nous donner justement? Il y a des arbustes et des arbres qu'on peut tailler très fort parce qu'ils sont très vigoureux. Les forsythias, les photinia, tout ce qui est rosier paysager aussi, on peut tailler très fort. On peut même faire du recépage des fois. Oui, on peut faire du recépage aussi. Alors tout ça, c'est des techniques de taille pour souvent faire du rajeunissement. Donc la taille se fait généralement en plein hiver. On ne tient pas compte des floraisons là pour le coup. C'est vraiment pour rajeunir. Les haies de laurier palme, voilà, toutes ces plantes qui servent de haies. À part les conifères qui sont à part. Mais tous les arbustes, on peut faire des tailles de recépage pour que le bois soit plus jeune et qu'il pousse mieux ensuite, quoi. Pour un même genre, on peut avoir des espèces qui sont à tailler différemment, qui ne supportent pas la taille. Si vous prenez le Pittosporum taubira, donc à grosses feuilles, on peut le tailler sévèrement. Il va repousser, il va bien ramifier. Par contre, si vous prenez l'autre espèce, donc Tenuifolium, si vous taillez sur du bois qui a plus de 2 ans, il y a des risques qu'il ne reprenne pas et qu'il sèche. Dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de tailler un peu tous les ans pour essayer d'avoir beaucoup de bois. Alors que le Pittosporum taubira, on peut l'oublier 2-3 ans et refaire une taille, ça ne posera pas de problème. Donc ça, la connaissance des différentes tailles selon les espèces, alors soit vous vous renseignez avec des bouquins, tout ça, soit vous venez en formation, soit c'est la connaissance sur le terrain. Au fur et à mesure que vous taillez, vous voyez comment ça réagit. Et vraiment, chaque espèce, alors il y a quelques espèces où ça pose pas de problème, mais il y a quand même des exceptions qui font qu'on peut être déçu. Donc c'est bien d'apprendre de ces quelques végétaux qui ont des problèmes. Le Pittosporum en est un.
Pour revenir sur quelques exemples, dans le groupe des arbres et des arbustes que l'on peut tailler sévèrement, on a le photinia, le forsythia ou le rosier paysager, mais on retrouve aussi tout ce qui est saule, noisetier, peuplier et les agnus chênes, les eucalyptus, les arbousiers, les lauriers, sauces, palmes et roses. On va aussi avoir les robiniers, les mimosas, les lagerstromia, les hibiscus, ou les abélias, les cotinus. Dans les cornouillers, il faut faire attention, on aura uniquement les cornus stolonifera, à feuillage et à bois décoratif, mais pas ceux à fleurs. Ou encore Pittosporum tobira, comme disait Jean-Christophe. Dans le groupe des arbres et des arbustes qui par contre ne supportent pas trop la taille, donc il faut tailler uniquement de manière légère, on va avoir les Pittosporum tenifolium, on va avoir tout ce qui est arbustes fruitiers en général, les genêts, les lavandes, les nandinas, les choisias, les daphnées et les pieris, et on va aussi avoir tous les conifères en général. On va aussi avoir des caractéristiques propres aux plants greffés pour la taille ou encore aux variétés qui ont tendance à avoir un retour au type. Beaucoup d'espèces sont greffées sur des porte-greffes qui permettent d'acclimater ou d'avoir des végétaux qui sont adaptés à différents sols calcaires notamment. Donc ces porte-greffes vont leur donner des propriétés qui vont parfois modifier leur croissance, donc soit les rendre plus nains, soit qui gagnent en vigueur, soit qu'ils soient plus résistants au gel, soit plus résistants au sol calcaire, etc. Alors il faut les surveiller, ces plantes, quand elles sont greffées, pour gérer les rejets du porte-greffe. Donc souvent il y a des pousses qui se refont sur le porte-greffe, parce que généralement le porte-greffe est vigoureux, et puis il rejette. Donc supprimez absolument tous ces rejets. Si vous avez des greffages d'arbustes à feuillage panaché, pareil, bien gérer les repousses du porte-greffe qui souvent sont d'une couleur différente, donc bien les enlever au collet, ou sous terre parfois, parce que ça repart des racines, notamment le lilas, ça peut le faire, ça. Donc bien surveiller ça. Sinon, comme le porte-greffe est très vigoureux, c'est lui qui va prendre le maximum de sève, et puis la variété qui a été greffée dessus va pas pousser, ou petit à petit va disparaître, parce que le porte-greffe va prendre le dessus. Donc bien surveiller et gérer les plants greffés. Il y a certaines variétés en Végélia, notamment, souvent c'est des mutations qui ont eu lieu. On a fait du bouturage sur cette mutation, mais il peut y avoir un retour, ce qu'on appelle le retour au type, c'est-à-dire retour à la plante naturelle. Il faut gérer ces rejets de couleurs différentes en les taillant. Dans les différentes formations de taille, on a par exemple la taille en parachute, la taille en nuage. Oui, il y a différentes tailles. C'est des tailles qui sont apparues soit par opportunisme des pépiniéristes, c'est-à-dire qu'ils avaient des stocks de végétaux importants et ils ont fait du recyclage. Donc ça s'est vu ça au début avec notamment tous les juniperus qui ont été taillés en forme de nuage. Mais maintenant on voit aussi des formes parachutes. Donc un certain nombre de plantes de haies, photinia par exemple, laurier sauce, qui ont beaucoup poussé. On a gardé, disons, la structure principale avec les branches principales, donc il y a souvent 4-5 branches. Puis au-dessus, on a essayé de faire une forme, on va dire parachute, donc c'est des sortes de demi-sphères là, taillées au plus juste. Donc ça, ce sont des tailles de formation. Et les plantes ne sont jolies que parce qu'elles ont cette forme-là. Donc il faut gérer cette forme, essayer de la conserver le plus possible. On a tout ce qui est taille de transparence aussi. Taille de transparence, c'est pareil, ouais, c'est de favoriser les plantes qui ont des bois très jolis. Voilà, donc Acerigriseum par exemple, Lagerstroemia indica, il y a certains, les érables à peau de serpent. Donc voilà, toutes ces plantes-là ont un attrait au niveau esthétique sur le tronc, sur l'écorce. Donc on le met en avant en faisant une taille de transparence, c'est-à-dire qu'on peut voir la structure de l'arbre. On peut aussi tailler en forme de tétard. Taille en tétard, oui, c'est une taille qui était normalement utilisée au départ en campagne pour avoir du bois facilement, pour faire des fagots de bois. Puis ça a perduré, donc il y a certains arbres qui ont des formes tétard. C'est pas toutes les plantes, mais ce sont des plantes qui sont solides. Donc c'est les chênes, les saules, les platanes, tout ça, ça supporte bien le tétard. On s'aperçoit qu'avec, on va pas dire changement climatique, mais le bouleversement climatique, les saisons sont un peu perturbées. On voit de plus en plus du gel de printemps apparaître. Les dates de taille que l'on pouvait avoir tous les ans à peu près à la même période changent. Et on l'a bien vu en 2023, 2022, avec des gels tardifs, notamment sur les fruitiers, où quand on fait des tailles trop tôt ou trop tard ou trop courtes, la plante redémarre trop vite et le gel supprime ses nouvelles pousses. Donc cette taille par rapport aux aléas climatiques, c'est essayer de tailler pas forcément très très tôt en saison, puisque plus on taillera tôt,
plus la plante va démarrer tôt et plus le risque de gel sera important parce que les nouvelles pousses seront pleines d'eau en fait. Donc un certain nombre de plantes qui naturellement démarrent tôt, donc qui ont un zéro de végétation qui est très bas, notamment le rosier par exemple, qui a un zéro de végétation à 0 degré Celsius, il va démarrer très vite. Donc c'est pas se précipiter à la taille pour ces plantes-là. Essayez d'attendre un peu pour que la plante fasse une pousse assez minimale et plus résistante au gel. Voilà, donc c'est assez subtil parce que c'est pas une science exacte tous les ans, mais il faut essayer de bien observer et de faire des tailles en conséquence. C'est-à-dire quand on voit qu'il va faire beau pendant la semaine ou 15 jours, faut pas forcément se précipiter pour tailler tout de suite et attendre un peu. Donc ça, bon, c'est pas une science exacte, mais c'est à tenir compte. Un dernier rappel, surtout concernant les plants hors sol. Pour s'assurer que la plante va redémarrer après la taille, faut qu'elle ait de l'engrais Et de l'eau. et de l'eau. Voilà, parce que si on taille sur une plante qui est en stress, soit fertilisation ou hydrique, on aura beau la tailler, elle va pas démarrer très bien. Donc il faut penser juste après la taille ou juste avant de l'alimenter, donc de mettre de l'engrais et de l'eau. Sinon il y aura peu de réaction. La plante se mettra en mode survie. Donc bien penser à ça. En pleine terre c'est différent parce que souvent le sol il y a toujours un peu à manger, donc la plante réagit. Mais en hors sol, faut faire attention à ces deux paramètres, fertilisation et irrigation. Merci Jean-Christophe pour ton intervention. Merci pour votre attention aussi. Et puis on se retrouvera, je pense, pour faire un podcast sur une taille plus spécifique pour les végétaux à floraison d'été. Là, c'était une vue un peu générale, mais on essaiera de vous faire quelque chose par saison. Ce sera plus adapté. Voilà. C'est la fin de ce deuxième podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour un prochain sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail sud-du6ouest@astredor.fr. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.